Les grandes manœuvres diplomatiques se poursuivent pour que la paix regagne l'Est de la RDC. Présente pour la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, la RDC devra renforcer sa stratégie de recherche de paix. Pour les experts, Kinshasa doit inciter Washington à agir dans son sens, étant seul acteur capable de contraindre Kigali. Vous suivrez dans cette édition la lecture de Nikez Kibelbel, expert en questions militaires. Et puis à l'international, selon la Banque mondiale, l'économie béninoise devrait enregistrer une croissance de 6,2% en moyenne par an entre 2024 et 2026 en raison des investissements massifs des secteurs clés. C'était les sommaires, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre, ouvrant ce journal avec une information de dernière minute. La Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, basée à Arusha en Tanzanie, examinera lors d'une audience publique ce jeudi 26 septembre la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda concernant les exactions perpétrées dans la province du Nord Kivu sous le couvert du mouvement rebelle M23. L'extrait de rôle de cette affaire a été rendu public le 26 août par le greffe de cette juridiction de l'EAC. Kinshasa a dépêché le vice-ministre de la Justice et des contentieux internationaux qui dirige une délégation sur place. Et pour parler de cette requête de la République démocratique du Congo contre Kigali à la Cour de la justice de l'EAC, nous avons un intervenant ce soir. Il s'agit de Patrick Ilunga. Bonsoir Patrick Ilunga. Bonsoir Damani Moujinka, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Alors la Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est devrait ouvrir le procès RDC-Rwanda. C'est une affaire dans la région. C'est une grosse affaire, disons, parce que dans la région, c'est quand même une première pour cette cour qui est jeune. Disons que cette cour existe seulement depuis 22 ans. Elle n'a jamais arbitré une affaire entre deux États. Là, c'est la première grosse affaire, bien qu'il y a une autre affaire qui doit opposer le Kenya à l'Ouganda. Mais l'affaire de la RDC contre le Rwanda, c'est quand même une affaire où on parle du sang versé. On parle de crimes quand même, de crimes contre l'humanité. Donc c'est une grosse affaire dans la région. Et ce sera comme un procès test quand même pour cette cour. Parce qu'il faut dire que, je viens de le dire, elle n'a jamais arbitré une affaire entre deux États. Et puis il s'agira d'arbitrer quand même une affaire entre un nouveau membre, parce que la RDC est relativement nouvelle, en tout cas nouveau membre dans cette cour, et le Rwanda qui est là depuis des années, et puis la RDC, avec le temps, elle ne se distingue pas forcément dans son engagement, on va dire de son engagement financier avec la cour ou bien la communauté, elle ne paye pas ses contributions. Donc, il y a comme une affaire qui va quand même déranger les consciences des juges, mais ça c'est juste un exemple pour dire que ce sera comme un procès test. Okay. Parce que les juges vont être appelés à dire les droits, et je pense que ces éléments-là ne pourront pas entrer en ligne de compte en dépit de l'engagement du Rwanda ou bien de l'engagement faible de la RDC. Les juges seront appelés à dire le droit, et ce sera un procès qui va peut-être s'étaler sur un long moment, beaucoup de mois. On attendra, et dans la région, je crois que tous les États, il y en a 8 actuellement dans la communauté d'Afrique de l'Est, attendent ce procès-là, qui est un premier procès entre deux États au niveau de cette cour. Mais alors Patrick Ilunga, à quoi peut-on s'attendre à l'issue de ce procès? Disons que c'est la grande question. La Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est n'est pas une cour pénale. Elle n'est pas une cour criminelle. Ce qui fait qu'elle n'a pas de prison. Donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'on enferme quelqu'un, un responsable, un autre responsable. Donc s'il y a condamnation, ça risque d'être, à mon avis, des condamnations d'ordre financier, genre réparation, tout ça. Donc je pense que... mais il y a quand même l'article 38 du traité qui institue la communauté d'Afrique de l'Est, qui dit qui dispose que la Cour va user, en cas d'arrêt, par exemple, arrêt condamnant telle ou telle partie, va user des mesures qu'il faut pour faire exécuter l'arrêt.
mais je crois que les juges ont reconnu, en tout cas moi j'ai été là il y a quelques mois, j'ai posé la question à ces juges, ils ont reconnu qu'il y a une faiblesse parce que la Cour n'a pas, en tout cas n'a pas de mécanisme pour imposer ou bien pour forcer une partie condamnée à exécuter l'arrêt. Donc s'il y a condamnation, la Cour compte beaucoup sur la bonne foi de la partie condamnée pour exécuter un arrêt. Et c'est une faiblesse qui a été reconnue même par les juges de cette Cour. Voilà, je vous reviens dans un peu, Patrick Lunga. On va poursuivre avec l'actualité. Restons dans le domaine de la justice. En effet, la première ministre a échangé le lundi 23 septembre à la primature avec la ministre des Droits humains, Chantal Chambou, ainsi que le premier président de la Cour de cassation, Élie Léon Ndomba Kabea. L'objectif de cette rencontre était de discuter des solutions pour améliorer les conditions des milieux carcéraux pour les enfants à Kinshasa. La ministre des Droits humains et le président de la Cour de cassation ont assuré que des solutions seraient mises en place pour garantir une prise en charge respectueuse des enfants. Suivez. Cet échange entre la première ministre, la ministre des Droits humains et le premier président de la Cour de cassation a tourné autour de la question des conditions dans les milieux carcéraux des enfants à Kinshasa. Au terme de cet entretien, la ministre des Droits humains a affirmé que des solutions seront trouvées pour une prise en charge respectable des enfants. Le gouvernement prévoit de rétablir les enfants dans leurs conditions normales, c'est-à-dire on va relocaliser temporairement les milieux carcérales, là où se trouvent les enfants, on va les mettre dans de bonnes conditions. On va les nourrir, les envoyer des psychologues et tout. Donc, il y aura une prise en charge respectable. Et les enfants doivent vivre dans la dignité. Vous avez vu, quand on a fait la tournée, nous avons constaté qu'il y a vraiment des conditions dégradantes et nous ne pouvons pas fermer les yeux. Le chef de l'État nous a instruits à régler ces problèmes et Madame la Première ministre vient de m'instruire d'aller chercher la solution et avant la fin de la journée que je puisse lui donner des propositions. Le deuxième pilier du programme d'action du gouvernement souminois a prévu de construire et réhabiliter les infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Pour le président de la Cour de cassation, il faut absolument mettre fin aux conditions infrahumaines pour la détention des enfants. Après une tournée que nous avons effectuée dans les 5 juridictions, pour les enfants, nous avons constaté que les enfants en conflit avec la loi, depuis le temps qu'ils ne peuvent pas être gardés à Makala, ils sont placés dans des conditions difficiles, infrahumaines, dans les amigos, dans les conteneurs. C'est une situation urgente qui concerne les droits de ces enfants. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec Madame la ministre des Droits humains, rencontrer Excellence Madame la Première ministre, pour échanger avec elle sur une solution urgente qu'il faut porter à cette question. Comment trouver un endroit où loger ces enfants qui sont en difficulté déjà avec la loi, pour les encadrer et voir comment ne pas dupliquer la délinquance. La question de la rénovation des infrastructures pénitentiaires pour une bonne administration de la justice juvénile est l'un des chevaux de bataille du gouvernement souminois. Vous vous en souvenez sans doute, sur instruction et supervision du ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba, à 1685 prisonniers de la prison de Makala, dont de nombreux malades ont été remis en liberté ce dimanche 22 septembre 2024 à Kinshasa. Ces décisions soulèvent plusieurs interrogations dans l'opinion, notamment le ministre a-t-il enfreint la loi en procédant ainsi? Découvrez la réponse dans cet élément de Rachel Bisenga. S'inscrivant dans le cadre du programme de désengorgement de prison, 1685 prisonniers de Makala malades ont été remis en liberté ce dimanche dernier sur instruction et supervision du ministre d'État de la Justice Constant Moutamba. Cet acte fait l'objet de plusieurs questions.
Selon Maître Moïse Pika, la procédure de libération des détenus n'a pas été respectée selon la Constitution. Par rapport à l'article 96 de la même ordonnance précitée, je dirais que les ministres de la Justice devraient en principe prendre un arrêté ministériel ou interministériel selon les cas, dans lequel sera repris les noms des bénéficiaires de la liberté ou de la libération conditionnelle, aussi les conditions qui leur sont imposées. Et en dehors des conditions, les cas échéants, les conséquences au cas où les bénéficiaires de la liberté conditionnelle ou de la libération conditionnelle n'ont pas fait preuve au niveau de la société de leur changement, c'est-à-dire au cas où ils récidivaient. Sur le plan social et sécuritaire, aucune précaution n'a été prise, risque de récidive. Le gouvernement devait d'abord commencer à préparer la population ou à préparer les autorités urbaines, de prendre toutes mesures nécessaires de surveillance des détenus qui ont été ou qui ont bénéficié de la libération conditionnelle ou encore qui ont été libérés de manière générale pour éviter toutes sortes de surprises désagréables entre les détenus libérés et les populations trouvées sur place. Parce que si on ne prenait aucune mesure de surveillance, aucune mesure de sécurité, croyez-moi, nous risquons d'avoir des mauvaises nouvelles sur ou encore pour les détenus qui ont été ou qui ont bénéficié de cette liberté ou de cette libération conditionnelle. Cette vague de libération fait partie d'un processus entamé depuis juillet dernier avec la libération de plus de 400 prisonniers de Makala. Les programmes s'étendent également à d'autres provinces, notamment à Kisangani, où 30 prisonniers ont été mis en liberté, comme c'était le cas à Mbujimayi avec la libération de 12 prisonniers, le tout au mois d'août dernier. Eux aussi sont venus réclamer justice, impayés et évoluant dans des provinces privées de leur rétrocession. Les présidents des assemblées provinciales ont exprimé leur doléance auprès du président du Sénat, Samalou Kondé, à l'issue de l'audience. Ils ont déclaré avoir trouvé en l'ex-premier ministre une oreille attentive. Suivez ce commentaire de Fiston Léco rendu par Patience Lokeke. Le lundi 23 septembre 2024, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a reçu le 26 président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Le président des assemblées provinciales ont affirmé être venus soumettre au speaker du Sénat les problèmes auxquels sont confrontés leurs assemblées respectives sur l'ensemble du territoire national, notamment les questions relatives aux impayés des députés provinciaux ainsi que celles concernant les fonds d'investissement pour les exécutifs provinciaux et la rétrocession aux provinces. Nous sommes venus soumettre au président du Sénat nos problèmes, les pommes qui rongent ces assemblées, au thème desquels nous avons les problèmes des impayements des assemblées, nous avons les problèmes des fonds d'investissement pour l'exécutif, nous avons les problèmes de la rétrocession pour nos provinces. C'est de tout ça qu'ils sont venus soumettre à la première institution en termes de préséance au président du Sénat pour qu'il puisse voir tant soit peu comment ça peut être traité à un certain niveau. Nous sortons avec... Notons par ailleurs que le président du Sénat était d'une oreille très attentive et réceptive, d'autant plus qu'il s'était déjà fait l'écho de cette situation lors de ses récentes vacances parlementaires. Conscient que les sénateurs sont l'émanation de provinces et qui sont le porte-voix de celles-ci au niveau central, le président leur a promis son implication pour des solutions appropriées. Pour rappel, lors de sa prise de fonctions, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, avait promis de tout mettre en œuvre pour que le Sénat de cette législature soit très accessible et à l'écoute des provinces. Cette rencontre avec le président des assemblées provinciales et le gouverneur du Tanganyika en est une preuve éloquente. De la justice à la sécurité, il n'y a qu'un pas. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, les grandes manœuvres diplomatiques se poursuivent. La République démocratique du Congo va renforcer sa stratégie de recherche de paix. Les États-Unis, qui suivent de près le processus de paix au Congo, devraient jouer un rôle clé dans le retour à la stabilité. Selon Nikez Kibelbel, expert en questions militaires, la RDC doit inciter Washington à agir dans son sens. Les États-Unis étant, d'après lui, le seul acteur capable de contraindre Kigali à la paix. Écoutons Nikeski Belbel, joint par Patrick Elunga. Vous savez, la politique, c'est les rapports de force. Nous n'avons pas cru à l'époque que les États-Unis pouvaient lâcher Mobutu. Nous n'avons pas cru à l'époque que les États-Unis pouvaient lâcher Jonas Savimbi jusqu'à son assassinat. Nous n'avons pas cru que les États-Unis pouvaient soutenir maintenant les MPLA. Donc tout est possible.
Mais il faut des dynamiques, il faut vraiment une grande diplomatie, une diplomatie offensive, mais aussi une diplomatie à visage humain. Donc c'est pourquoi nous allons voir qu'est-ce que les États-Unis vont proposer. Et si ça va en faveur des intérêts de la RDC, on va accompagner. Si ça ne va pas en faveur, à ce moment-là, nous allons continuer la résistance comme nous la faisons aujourd'hui. Malheureusement, je pense que le monde entier tient compte du drame des Congolais avec autant de millions de morts, avec autant de millions de déplacés, avec, comme nous avons dit, des régions entières où il y a la déperdition scolaire parce que partout il y a la guerre, les enfants n'étudient pas. Donc on espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Aujourd'hui qu'ils disent qu'ils vont prioriser le problème de l'Est, faisons les Saint Thomas, donnons-leur le bénéfice du doute, mais restons vigilants. Parce que si aujourd'hui les États-Unis ont besoin d'un peu d'humanisme, les ressources naturelles à elles seules ne suffisent pas. Il y a des hommes qui meurent, il y a des personnes déplacées, des villages entiers envahis, détruits, incendiés. Il y a une déstabilisation depuis 1960. Parce que n'oubliez pas que donc, les États-Unis ont un grand rôle à jouer. Soit dans la déstabilisation de la RDC, comme ils le font depuis 64 ans, soit dans la stabilisation. Et attendons voir, s'ils le font, ils peuvent demander des sanctions contre le régime de Kagame, parce que jusque-là, le régime jouit de l'impunité. Ils peuvent demander au Conseil de sécurité des sanctions. Ils peuvent demander au Conseil de sécurité le retrait de l'armée rwandaise de la RDC. Et là, ça sera officiel et ça sera pratiquement, je pourrais dire, tous les pays qui vont y adhérer. Parce que la Grande-Bretagne ne prend jamais de décisions contre le Rwanda, mais la Grande-Bretagne est derrière les Américains. La France aussi de Macron est derrière les Américains. Si les Américains décident aujourd'hui qu'on puisse mettre fin à la tragédie que nous vivons, ça peut se faire. Mais le peuple congolais est le premier responsable de sa sécurité ou de son avenir. C'est pourquoi nous devons être vigilants tout en suivant ce qui se passe ou ce qui va se passer au Conseil de sécurité. Voilà, je reviens à vous, Patrick Kilunga. Je rappelle que nous parlions tout à l'heure de l'examen par la Cour de justice de l'EAC de la requête de la RDC contre Kigali. Alors, Patrick Kilunga, le procès risque-t-il de perturber le processus de paix en cours entre le Rwanda et la RDC? Disons, a priori, non. Non, parce que, bon, c'est un procès, certes, ça peut être une preuve de force, mais ce n'est quand même pas une confrontation violente. Il n'y a pas mort d'homme dans le procès. Donc je ne pense pas que le procès peut perturber le processus de paix. Pour la RDC, par exemple, c'est dans la suite logique de sa stratégie, parce que les autorités congolaises ont défini 5 fronts pour elles, donc pour les autorités congolaises. Il faut attaquer, on va dire attaquer l'adversaire, le Rwanda ou bien l'agresseur, sur les 5 fronts. D'abord, le front militaire, faire face au Rwanda du point de vue militaire sur le théâtre des opérations. Le front judiciaire, il y a par exemple cette requête, bien le procès qui promet de s'ouvrir à la communauté, à la Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est, rentre dans le cadre du front judiciaire. Il y a le front économique, il y a le front politique et diplomatique, mais aussi il y a le front médiatique avec les médias et consorts. Donc je ne pense pas que l'ouverture du procès ou bien l'ouverture de la requête ou bien l'examen de la requête au niveau de la Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est va perturber le processus de paix qui se fait entre le Congo et le Rwanda. Et je ne pense pas que même s'il y a condamnation du Rwanda éventuellement, qu'il y aura vraiment perturbation, parce que si condamnation il y aura forcément, à mon avis, de réparations financières qui vont être infligées au Rwanda. Et donc là, je ne pense pas que ça va perturber tant que ça le processus de paix. Alors, vous pensez que ce procès pourrait aboutir à quelque chose dans les jours à venir? Bon, disons qu'il faut déjà amener des preuves. Je ne veux pas spéculer là-dessus. Moi, j'ai été à la Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est. J'ai suivi même une formation là-dessus. Je ne peux pas spéculer pour dire que je connais la greffière. La greffière qui est une Rwandaise, qui s'appelle Mutimura Christine. Mais je ne pense pas qu'elle va influencer. Mais il faut apporter des preuves. Il faut être assidu. Parce que le Rwanda, il faut le dire aussi, c'est quand même... c'est un pays qui est quand même assis au niveau de la
communauté d'Afrique de l'Est. Il faut donc être assidu à porter des preuves. Et je pense que peut-être la RDC finira par avoir peut-être des réparations financières, je pense. Voilà, merci à vous Patrick Ilunga pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie, Damani Mujinga. Continuons avec l'actualité, toujours sur le plan sécuritaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri sont plus que jamais déterminées à mettre fin à l'activisme des groupes armés grâce à la collaboration de la population locale. Une cache d'armes a été découverte à Boa, bastion de la milice Zaïre, lors d'une opération de démantèlement menée le 19 septembre. Le bilan fait état de 29 armes AK-47, un PKM, des munitions et plusieurs autres équipements militaires. Ces engins de guerre ont été présentés ce lundi au vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à l'honorable Sami Adoubango Aoto, dans un reportage de la presse militaire de l'Ituri. Il s'agit des armes qui ont été utilisées pour attaquer Chomia, Kasseigne et Sabé. Qui a été notre ennemi ce jour-là? Il s'agit bien du groupe Zaïre. Les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, plus que déterminées à mettre fin à l'activisme des groupes armés grâce à la collaboration avec la population locale, une cache d'armes a été récupérée à Boa, bastion de la milice Zaïre, lors d'une opération de démantèlement menée le 19 septembre courant. Bilan: 29 armes AK-47, un PKM, de munitions et plusieurs autres effets militaires. Ces enjeux de guerre ont été présentés ce lundi au vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'honorable Sami Adoubango Aoto. Occasion pour le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, de réitérer son message à la population de se désolidariser, deux ennemis de la paix. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà ce que nous avons pu récupérer et Dieu est dans. Je félicite ces jeunes qui sont venus, qui ont pris tout leur courage pour nous dire: Général, nous connaissons où ils ont caché leurs armes. Général, nous connaissons où ils sont. Nous vous remercions au nom du peuple iturien et nous vous félicitons et nous vous demandons de continuer. N'ayez pas peur. Il s'agit de l'Ituri. Il s'agit de vos pères, de vos mères, de vos frères que vous êtes en train de protéger en nous donnant toutes ces caches d'armes. Et il s'agit de la paix des Ituriens. Actuellement, les forces armées mènent les opérations contre la Codeco et le groupe armé Zaïre en territoire de Djougou après avoir maîtrisé la situation sécuritaire sur le littoral du lac Albert et sur la RN27 à Gina, où la population vague librement dans leurs occupations sous la protection des forces armées de la République démocratique du Congo. Parlons éducation à présent. Les 27 et 28 septembre 2024, l'Institut français de Kinshasa accueillera la 5e édition du Salon de l'étudiant, un événement incontournable pour les étudiants congolais en quête d'orientation académique, que ce soit en République démocratique du Congo ou en France. Organisé sous l'égide de l'ambassade de France en RDC, ce salon vise à valoriser l'enseignement supérieur tant français que congolais, tout en promouvant les secteurs d'activité porteurs d'emploi dans le pays. Écoutons Domomat et Giscard Tamba pour les détails. Alors, je vais surtout parler par rapport... Sur un total de 184 000 étudiants africains actuellement en France, seulement 2800 sont congolais. De plus, sur près de 3000 dossiers déposés lors de la dernière campagne, moins de 300 étudiants congolais ont réussi à partir pour la France. Des chiffres qui contrastent avec le nombre et les besoins des Congolais de la RDC. D'où l'organisation de la 5e édition du Salon de l'étudiant à l'Institut français de Kinshasa, qui se déroulera du 27 au 28 septembre. Selon le nouvel ambassadeur de France, Rémi Maréchaux, qui s'est exprimé lors d'un point de presse lundi 23 septembre, l'objectif est de faire connaître l'offre française d'études supérieures et la procédure pour y accéder. Il y a un problème sur la connaissance de notre système, sur l'orientation, et que beaucoup d'étudiants congolais s'orientent vers des filières qui ne sont pas accessibles en fonction de la formation qu'ils ont suivie. Et ça, c'est un des points importants qui sera traité lors de la conférence. Inès Negrini, responsable des Campus France, invite non seulement les étudiants, mais également les parents et les professionnels du secteur éducatif à y participer. Je pense
un passage important, essentiel, de venir participer à ce salon pour pouvoir mieux s'orienter, comme on l'a dit tout au long de cette conférence. C'est vraiment le mot-clé cette année, l'orientation, pour qu'après vraiment tout soit construit au mieux pour les étudiants et étudiantes congolais. Parmi les activités prévues, des tables rondes avec des experts aborderont des thématiques essentielles telles que la réforme LMD et l'orientation vers des formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Des ateliers pratiques seront également organisés pour accompagner les participants dans la création des CV et des lettres de motivation, ainsi que dans l'utilisation d'outils informatiques. Selon Inès Negrini, ces salons se distinguent des éditions précédentes par sa forte concentration sur l'orientation académique. Des établissements d'enseignement supérieur français autant que congolais seront présents, ainsi que des entreprises du secteur privé pour informer les étudiants sur les perspectives d'emploi en RDC. Changeons de registre pour parler infrastructure. À Kinshasa, la route poids lourd, l'une des principales voies de la capitale, est affectée par un trou près de l'endroit appelé Pont Bralima. Selon les usagers, ce problème est à l'origine des embouteillages monstres dans ce secteur. Suivez ce reportage de Francine Moukeba et Giscard Tamba. Il n'y a pas si longtemps, la route des poids lourds s'est présentée comme l'une des plus majestueuses de Kinshasa, un véritable emblème de la ville. Mais, hélas, les temps et les manques d'entretien en ont fait un chemin de désolation, se dégradant jour après jour. Non loin de l'arrêt appelé Pont Bralima, un bouchon dans les caniveaux a causé le déversement des eaux usées d'une brasserie sur l'asphalte. Ces petits incidents, au départ inondé, a rapidement engendré la formation des nids de poules. Dans l'indifférence quasi totale des autorités compétentes, la situation s'est aggravée. La tuyauterie, déjà défectueuse, a fini par céder, libérant un flot d'eau supplémentaire qui a creusé un gouffre au grand désespoir des passants. Aujourd'hui, emprunter cette route est devenu un véritable combat de gladiateurs. Chaque véhicule doit manœuvrer avec une précaution extrême, évitant de se retrouver piégé dans cette flaque d'eau nauséabonde, générant des embouteillages incessants. Conséquence conséquence. Parfois mon piné coufi, parfois par chaud donc créer même un embouteillage makasi. Situation oyo moto ba kutezate parce que banzele za susute. Net ba bula à tout le temps ba monter to sur chaque fois. Au même endroit, un mur a également cédé, séparant la route de poids lourds du rail. Après près d'un mois de travaux, les ouvriers en sont encore à la phase pose des fondations. Une situation qui ne manque pas d'étonner les usagers. Sous le couvert d'anonymat, un passager exprime son indignation. S'il s'agissait de construire un immeuble pour une autorité, la fondation aurait déjà été achevée depuis longtemps, tout comme le mur. Ces constats amers soulignent une stricte réalité, l'inefficacité de l'intervention publique face à l'usage des besoins de la population. En sport, les léopards U20 de la République démocratique du Congo ont été battus par 1-0 ce mardi, à 24 septembre 2024, au stade Alphonse Massamba, débat par leurs homologues congolais. Cette rencontre comptait pour la première journée du tournoi de l'UNIFAC, qualificatif à la CAN U20 prévu en 2025. Suivez. Les léopards de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo ont été battus 0-1 ce mardi 24 septembre 2024 à Brazzaville en République du Congo par les Diablons Rouges du Congo en première journée de la phase de groupe du tournoi de l'Union de Fédération de football d'Afrique centrale UNIFAC. Les jeunes joueurs du sélectionneur Guy Boukassa ont encaissé l'unique but de la partie à la 27e minute par les biais du jeune attaquant congolais. Les léopards ont donc démarré la compétition par un faux pas. Cette phase de groupe du tournoi de l'UNIFAC réunit à Brazzaville 7 pays, notamment le Congo-Brazza, pays hôte, la RDC, le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, le Gabon et la Guinée équatoriale. Après les faux pas de la première journée, les léopards sont obligés de remporter leurs 2 derniers matchs afin d'occuper une place qualificative pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité prévue pour 2025. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons faire place à la page internationale.
Enfin, selon la Banque mondiale, l'économie béninoise devrait enregistrer une croissance de 6,2% en moyenne par an entre 2024 et 2026. Ces dynamiques positives et en partie portées par des investissements massifs dans des secteurs clés depuis 2016. Le gouvernement du Bénin a transmis à l'Assemblée nationale un projet de loi des finances pour la gestion 2025 du budget de l'État, affichant une hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Pour l'année 2025, les projets prévoient un budget évalué à 3 551,005 milliards de francs CFA, soit 6,02 milliards de dollars contre 3 199,274 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2024. Selon le détail du communiqué du Conseil de ministres publié le mercredi 18 septembre 2024, ces montants visent à renforcer la résilience de l'économie. Il permettra de poursuivre et de consolider les leviers de sa transformation structurelle et une meilleure redistribution de fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. D'après les autorités béninoises, les choix budgétaires permettra de poursuivre les actions de diversification des secteurs productifs, des transformations et des créations de valeur, ainsi que l'atteinte des objectifs de développement durable par l'accélération de chantiers engagés, la prise en considération de besoins exprimés par le peuple et la promotion de l'emploi. Les Bénin prévoit une croissance de 6,8% en se basant sur les performances attendues dans les secteurs agricoles, l'expansion du tissu industriel, les secteurs portuaires et le tourisme. D'après un rapport pays 2024 de la Banque africaine de développement, les PIB devraient enregistrer une croissance de 6,5% en 2024 puis 6,3% en 2025. Quant au déficit budgétaire qui s'établissait à 4,3% en 2023, il devrait diminuer pour tendre vers 3% d'ici 2025. L'institution rappelle que les incertitudes demeurent en raison des effets des chocs climatiques récurrents. Une autre façon de vous informer, c'est avec les différents journaux qui ont paru aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Faisons place à la revue de presse. Commençons cette revue de presse avec la tempête des tropiques qui titre Fachi, intense activité politique et diplomatique à New York. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre part actif aux travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements des Nations unies qui s'ouvre à New York aux États-Unis d'Amérique. Arrivé dans la matinée du dimanche 22 septembre 2024 à New York, le président Tshisekedi a été accueilli à l'aéroport John F. Kennedy de New York par des officiels de l'administration américaine, accompagné de la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba, de son directeur de cabinet Anthony Kinzo et du représentant de la RDC aux Nations unies Zenon Mukongo. Le chef de l'État congolais entame une mission officielle marquée par une intense activité politique et diplomatique. Stop à la dépravation de mœurs dans le cyberespace. Constant Mutamba à la traque des auteurs et écrit la prospérité. C'est pourquoi, dans le but de faire respecter la loi ci-dessus mentionnée et préserver la moralité collective, je vous enjoins d'instruire tous vos services, en ce compris la police judiciaire des parquets, d'interpeller et engager des poursuites contre les auteurs des actes de dépravation de mœurs à travers les réseaux sociaux. Cette injonction est également faite à la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles, telle la pensée résumée de la nouvelle instruction de Constant Mutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, aux procureurs généraux près les cours d'appel. Par cette mesure, il tient ainsi à préserver la moralité collective de la jeunesse dont les mœurs sont de plus en plus mises à rude épreuve selon les grandes lignes de sa lettre. Terminons cette revue de presse avec cette information d'Info 27 qui titre « Répression politique ». L'opposition en sit-in ce mercredi à Kinshasa. Les partis politiques pistent pour l'émergence membres du cadre de concertation forces politiques et sociales organisent un sit-in ce mercredi 25 septembre 2024 devant le palais de la justice de Kinshasa pour dénoncer ce qu'elle qualifie de violations de droits de l'homme et la répression politique contre les opposants. Soutenue par Moïse Katumbi à distance, cette manifestation vise à exiger la libération des détenus dont cette Kikouni arrêté début septembre. Les organisateurs de cette
cette manifestation espèrent ainsi faire entendre leur voix face à ce qu'ils qualifient des dérives autoritaires du régime en place. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'est avec cette revue de presse rendue par Blest Kouzola que nous bouclons ce journal. Mais avant, je vous rappelle les différents titres. Les grandes manœuvres diplomatiques se poursuivent pour que la paix regagne l'Est de la RDC. Présente pour la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, la RDC va renforcer sa stratégie de recherche de paix. Pour les experts, Kinshasa doit inciter Washington à agir dans son sens, étant seul acteur capable de contraindre Kigali. Vous avez suivi dans cette édition la lecture de Nikez Kibelbel, expert en questions militaires. Et puis à l'international, selon la Banque mondiale, l'économie béninoise devrait enregistrer une croissance de 6,2% en moyenne par an entre 2024 et 2026 en raison des investissements massifs des secteurs clés. Ce journal est complètement terminé. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir.